Les réactions, bon, je vais passer un peu là-dessus, sur les Manon Massé. Bon, l'Association pétrolière et gazière du Québec. Pour l'industrie, il est impératif que le Québec se dote d'une loi moderne visant à encadrer la production d'hydrocarbures sur son territoire. Bien que le projet de loi soit perfectible, il représente un pas dans la bonne direction. Découlant d'une réflexion profonde et étendue, il constitue une étape de plus dans le développement de la filière au Québec. Grosso modo, là, ils sont contents. Ils sont contents des gazières. Le patronat du Québec, Conseil du patronat, ce projet de loi constitue une avancée pour l'avenir économique du Québec et pour l'atteinte de ses cibles en matière de transition énergétique. Bon. Le patronat est d'accord, il ne fallait pas trop s'en étonner non plus. La Fédération des compagnies indépendantes canadiennes indépendantes, des entreprises canadiennes indépendantes. Bon, il dit que c'est pourquoi il est important d'inclure dans le projet de loi des dispositions qui permettront d'encadrer le développement et la mise en valeur des hydrocarbures sur le territoire québécois. Et plus fort, ils disent, si nous avons su au Québec faire de l'hydroélectricité une telle richesse collective, pourquoi ne serions-nous pas capables de reproduire une telle réussite avec nos hydrocarbures? Conclut le président. Ils sont d'accord. Manufacturiers et exportateurs du Québec, dont on a plusieurs représentants ici dans la région, saluent le projet de loi 106. Il s'agit d'une position responsable et équilibrée qui crée en quelque sorte un modèle québécois des hydrocarbures qui s'inspire de ce qui se fait de mieux dans le monde et qui colle à notre réalité, a dit le président Éric Tétrault. Ils sont vraiment beaux. Ils attendaient ça depuis longtemps. Maintenant, il y en a eu d'autres réactions, pas la même journée, mais les jours qui ont suivi un peu. L'Association des Premières Nations du Québec et Labrador dénonce le mépris, le manque de respect et l'irresponsabilité du gouvernement de Philippe Couillard. Par le projet de loi 106, le gouvernement confirme son incompétence ainsi que son arrogance en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources que les Premières Nations souhaitent pourtant partager dans le respect et l'harmonie avec l'ensemble des Québécois. Le processus est bâclé, visible. Il n'a pas lâché ses mots, Justin Picard, et avec raison, parce qu'il n'a pas été consulté, il n'était pas au courant de rien, et il a appris en même temps que nous. Voilà, c'est avec ça qu'on vit. Et quand on regarde le projet de loi, là, il n'en parle pas des pétrolières. Alors que dans la loi des mines, il y a quand même un chapitre, une section par rapport aux relations des Premières Nations. Dans le cas de la loi, là, il y en a pas. Fédération québécoise des municipalités, elle s'oppose au projet de loi 106, car certains articles empiètent carrément sur les compétences des municipalités. Alors qu'on nous parle d'acceptabilité sociale, on limite la place réservée au milieu municipal à la nouvelle loi sur les hydrocarbures. C'est inacceptable, affirme le président Richard Leroux. Bon. Avec l'adoption de ce projet de loi, les MRC des municipalités n'auraient aucun pouvoir leur permettant de soustraire certaines zones à l'activité pétrolière et gazière afin d'éviter les conflits avec d'autres utilisations sur le territoire. Autrement dit, ils veulent un peu comme la réforme de la loi des mines. Écoutez, laissez-nous un peu d'espace pour qu'on puisse gérer nos affaires. Là. Non seulement notre schéma d'aménagement ne sert à rien, mais là, on n'a pas notre mot à dire nulle part. Donc, ils demandent au moins un minimum d'avoir des zones incompatibles. La Chambre des notaires, a dit que finalement, le régime actuel des activités hydrocarbures est sérieusement dépassé. Et là, il mentionne un fait, c'est que de nombreux terrains sont aujourd'hui visés par des licences d'exploration, et ce, sans que leurs propriétaires en soient clairement informés. Certains notaires sont actuellement sollicités et doivent répondre à de très nombreuses interrogations du public. Comment l'acquéreur d'une propriété va-t-il réagir lorsque son arpenteur géomètre ou son notaire lui apprend que l'immeuble qu'il compte acquérir est visé par une telle licence? Et lorsqu'ils se sont présentés à la commission parlementaire au Boudou, on a donné juste un seul exemple. Un permis d'exploration dans la région de Saint-Hyacinthe qui touche plus de 2000 propriétaires. Et là, le notaire est obligé d'expliquer ça à ses propriétaires. Donc, et ça, c'était peut-être parce que le coût des terrains, vraiment, dans la région de Saint-Hyacinthe, est très important, là, mais ça risque d'arriver partout au Québec. Ça. Fait que, un jour, vous le saurez, vous êtes sous
des permis d'hydrocarbures. Mais pour le moment, il faut compter sur des groupes citoyens pour le savoir. L'Union des municipalités du Québec, je vais passer là-dessus. L'UPA. L'Union des producteurs agricoles demande au gouvernement de soustraire entièrement la zone agricole permanente du développement des hydrocarbures. Pour une fois, l'UPA est claire. L'UPA nationale. Je ne parle pas des UPA, Mauricie, etc. Mais l'UPA nationale, dès le départ, ont pris position de manière claire. Quand tu les vois là, à l'Assemblée nationale, là, ils étaient choqués. Les représentants étaient choqués, ça a dit ça n'a pas de lien. La MRC d'Arthabasca, mois d'août 2016, non, on n'en veut pas de ce projet de loi-là. Il y a 8 maires qui ont formé comme un comité et ils disent, eux autres, il faut protéger notre eau potable avant les hydrocarbures. Le projet de loi sur les hydrocarbures donne carte blanche aux promoteurs et augmente les risques de contamination. Les municipalités n'ont pas un mot à dire, les citoyens non plus, etc. C'est inadmissible, dit Serge Péloquin, maire de Sorel. Ensuite, tu as le maire de Restigouche, François Boulay, qui dit notre municipalité de 168 habitants fait l'objet d'une poursuite de 1,5 million par Gastem, le déployeur Gastem, parce que nous avons adopté un règlement de protéger notre eau. Et le gouvernement du Québec est incapable d'intervenir et le projet de loi 106 va empirer la situation. Et ça continue. Un autre maire qui se positionne contre. Ici, c'est le maire de Lotbinière, 31 août. Bécampo, vous connaissez ici notre maire du Bois, qui dit qu'il s'oppose au projet de loi 106. Nicolet, même chose, suggère le retrait du projet de loi sur les hydrocarbures. Et là, c'est la cerise sur le Sunday, là. Le maire Lévesque, qui ne veut jamais nous parler, qui parlait avec le comité de vigilance hydrocarbures à Port-Rivière, qui ne veut rien savoir du projet de loi, mais qui affirme le 22 septembre, aujourd'hui, comme bien d'autres en mon nom, ceux des membres du Conseil de tous les citoyens, je sollicite votre intervention. Il est en train d'écrire une lettre à Philippe Couillard. Je sollicite votre intervention à l'égard du projet de loi 106, qui sur certains aspects semble contredire votre énoncé du 8 juin 2016 et qui indispose la plupart des élus municipaux en ce qui concerne l'autonomie municipale. Bon, lui il dit, écoutez, vous nous dépouillez, c'est nous qui avons tous les problèmes et on n'a aucune ressource. On est une pauvre créature du gouvernement, comme il m'a déjà dit. Mais là, il va dire, ben là, il faut le temps que je me tienne debout. Fait que si le maire de Trois-Rivières en est rendu là, c'est que le projet de loi, il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon. Et je suis sûr que votre maire, ça doit faire longtemps que son idée est faite là-dessus, même si c'est pas exprimé. Ce qu'il faut retenir, j'en ai pour 5 minutes, est-ce que ça va? Il y a pas de. Les municipalités sont un peu désemparées dans le projet de loi. Les licences entre 175 km² et 250 km². Les licences sont d'un seul tenant. Il n'y a pas de trou à l'intérieur, il n'y a pas de zone d'exclusion. Les activités gazières et pétrolières sont au ralenti, mais cela pourrait changer avec un encadrement réglementaire qui est plutôt favorable. Et qui dit forage d'hydrocarbures dit réchauffement planétaire, et je vais y arriver. Ça, c'est pour vous montrer une photo du ministre Arcan avec les présidents des entreprises pétrolières et gazières. Comme on peut voir, au mois de novembre 2015, il était tout sourire, tout allait bien. J'ai l'impression que la loi des hydrocarbures était pratiquement écrite. Donc, juste revenir dans le temps, au mois de mars 2012, quelqu'un qui écrivait qu'il fallait un moratoire sur les hydrocarbures, il disait à cause du mépris des citoyens. La loi des mines permet aux détenteurs de permis d'exploration de forer sur tous nos terrains, sans égard, ou presque pour ceux-ci. À cause de l'appropriation du bien commun, par une élite usant de différentes manœuvres pas trop transparentes. Il y a des technologies défaillantes, des fuites incontrôlées, contamination de l'air, de l'eau, du sol, par cette filière qui n'est pas conventionnelle, et c'est une course à la catastrophe climatique et écologique. Le gaz naturel contribuant significativement au réchauffement planétaire. Qui a écrit ça? André Jean Bordelot. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici, moi, on vote contre. Tout à fait. Fait que juste pour vous montrer les autres projets qu'il y a à l'heure actuelle et qu'il ne faut pas oublier. Le projet Aldenon à Gaspé,
à quelques centaines de mètres d'un quartier résidentiel. Le projet GAP, un projet pétrolier où on veut encore là récupérer le gaz, faire un gazoduc jusqu'à Gaspé. Le projet Bourg par la compagnie Junex. Il y a les projets Anticosti par Petrolia et au Bois-Saint-Laurent par la compagnie Squatex. Des usines de liquéfaction à Saguenay, Bécancour, Gaspé. Le Léoduc Énergie Est, ça, il faudrait que je vienne vous en parler. Le gazoduc entre la ville de Saint-Jean et Bécancour. Des transports sur le fleuve par rail, comme le projet de Belle-Dune, etc. Et ce matin, enfin, on l'a appris hier soir, Mme McKenna, dont on sait de quel côté elle penche, ça c'est rendu clair. Elle penche du côté du gaz. Donc, elle s'est associée à la première ministre de Colombie-Britannique pour autoriser un projet gigantesque de liquéfaction de gaz, le gaz de schiste en provenance du nord de la Colombie-Britannique, qui va être acheminé à Kitimat et qui va partir vers l'Asie. Donc, c'est un projet qui va générer des millions de tonnes de CO2. Donc, plus de 10% du budget du Québec avec un seul projet. C'est gigantesque et il y en a d'autres qui attendent derrière, dont celui de Grand-Anse, celui de Saguenay, qui est à peu près de la même ampleur. C'est un projet gigantesque de liquéfaction. Si on voit là-dedans, là, c'est la fin. D'ailleurs, juste pour vous montrer que c'est la fin, le 29 août dernier, on est entré dans une nouvelle ère géologique. On était dans l'Holocène, on est arrivé dans l'Anthropocène. Anthropocène, c'est-à-dire que c'est l'ère géologique d'origine humaine, si on peut dire. Parce que notre Terre va porter nos traces, nos stigmates pour toujours. Tellement on a modifié son air, les océans, son sous-sol, etc. Donc, c'est le 29 août, puis ici on peut voir que dans les années 1800, 1900, début 1900, on avait des courbes, c'est des courbes en bleu. Donc, on peut voir que la température, selon le mois de l'année, évidemment l'été, la température globale est plus chaude. Mais on peut voir qu'entre aujourd'hui, entre ces années-là et aujourd'hui, on a gagné plus de 1 degré. Donc, ça, c'est pour toute l'année 2016. On voit qu'on est au-dessus de tout ce qui a été mesuré sur la planète à l'heure actuelle au niveau du climat. Ici, là, on peut voir qu'au Québec, à partir des années 80, ça s'est mis à réchauffer. Tout ce qui est jaune, c'est au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo ici, là, s'il peut démarrer, là, vous allez voir. C'est de faire démarrer. Si je clique dessus, je vais cliquer dessus. Non, je vais revenir en arrière. Il faut peut-être attendre un peu. Bon, s'il ne part pas, il ne part pas. Je voulais juste vous montrer. Sur cette vidéo-là, c'est qu'on le voit, c'est qu'à partir de 1980, le Québec, on est systématiquement au-dessus des moyennes. Et vraiment, là, le réchauffement, déjà au Québec, c'est de l'ordre de 2 à 3 degrés. Et on prévoit plus de 10 degrés de réchauffement avant la fin du siècle. 10 degrés de réchauffement. Ça veut dire qu'on va faire plus chaud qu'à Washington. C'est immense. Ça veut dire que pour vos enfants, vos petits-enfants, là, c'est plus les mêmes cultures agricoles, c'est tout qui change. C'est immense. C'est ce qui se prépare et c'est difficile d'y échapper parce que c'est déjà dans l'atmosphère. Donc, juste pour vous dire, vous donner une idée, ça fait 379 mois que les températures sont au-dessus de la moyenne. Là, présentement, le réchauffement correspond à la disparition des hivers par rapport au siècle, au 19e siècle. Là, on n'a plus d'hiver. On a des printemps de l'époque. Et nos étés, ben, c'est des nouveaux étés. Parce que jamais fait aussi chaud. Le seuil de 2 degrés va être dépassé en 2035. Puis le réchauffement prévu au Québec pour le prochain siècle, comme je vous indique, c'est 1 degré Celsius par décennie. Ça va être très délicat. Et évidemment, on a monté les niveaux d'eau. Là, on voyait la Floride avec 15 mètres de niveau d'eau. Ça, c'est le minimum que les scientifiques prédisent. C'est le minimum. Et bien, il y a une partie de la Floride qui est déjà plus bas, c'est la même chose. Et puis, évidemment, Trois-Rivières, Montréal, puis Québec sont sous l'eau. Ici, à Shawinigan, vous êtes tranquille. Vous êtes au moins à 30 mètres.
Moi, vraiment de vivre à côté de la rivière Saint-Maurice, là, vous êtes tranquille de ce côté-là. La température, vous n'y échapperez pas. Là, c'est combien on devrait abattre nos émissions de CO2 pour ne pas arriver dans des catastrophes. Puis comme on peut le voir, là, il faut que ça descende là, de l'ordre de 80% avant 2050, le plus vite possible. Et tout ce qu'on prévoit dans nos traités, là, comme la COP 21 à Paris, c'est qu'on n'a pas assez, on ne fait pas assez d'efforts. On dépasse allègrement le 2 degrés Celsius. Donc, en conclusion, ça c'était une image qu'on voyait d'un champ gazier américain. Là. Vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Parce que la main est là, la main est là. On va avoir quelques questions, mais je remercie vraiment la documentation, la recherche que tu as faite, Marc, c'est vraiment impressionnant. On s'aperçoit que le commun des mortels est loin de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau, on voit juste les textes de loi, si on voit comment est-ce qu'on peut être loin de cette dimension-là. Juste un mot, pour le savoir, il faut juste faire partie d'un comité citoyen. C'est la seule chose qui est nécessaire. Oui, toi, Joyce? Oui, ce que j'aimerais mentionner, ici j'ai une feuille et j'espère que les lignes ne suffiront pas. Où vous pouvez inscrire vos noms, vos numéros de téléphone, vos courriels, et moi je reprends contact avec vous. Et là, si vous changez d'idée, de soit vous impliquer, soit de soutenir, soit d'en parler autour de vous, il y a des milliers de choses qu'on peut faire en tant que citoyen consciencieux. Et si vous dites non, je supprime vos coordonnées. Et si vous dites oui, vous allez découvrir que chacun de vous, malgré vos limitations, OK, vous allez pouvoir découvrir que vous pouvez aller un peu plus loin. Et que ça va être une merveilleuse aventure. Parce qu'elle est historique, cette aventure-là. Comme d'autres qui nous ont précédés, mais celle-ci, c'est la plus importante. Barack Obama disait qu'on est une génération qui va déterminer si on suit le monde. C'est le cas. J'aimerais également souligner le fait que Marc, beaucoup de dépenses, beaucoup de temps là-dedans. Et vous inviterais, on va prendre un petit panier ici, je vais changer le vous pouvez déposer vos dons. Ça pourrait être une collaboration directe pour aider dans ces démarches de préparation et de présentation de toutes ces informations-là qui, régulièrement, je pense qu'aujourd'hui, cette semaine, il y a 3 conférences qui donnent à différents endroits pour arriver à partager l'information et informer la population pour éventuellement réagir et se positionner. Je veux bien remettre à Marc et Joyce des souvenirs qu'on vous donne. J'imagine que si vous avez eu il y a 3 ou 4 ans, c'est déjà écoulé. Donc, on vous en retourne avec vous. Merci beaucoup. Merci. Juste pour la photo. Ah, ben c'est fait. Voilà. Y a-t-il des réactions? Est-ce des questions? Monsieur? Est-ce que, au niveau des associations d'étudiants, soit au niveau universitaire, au niveau collégial, et au niveau secondaire, est-ce qu'il y a des, faites des démarches dans ce sens-là pour leur donner de l'information, parce que c'est les générations futures, ça? Oui. Ben, malheureusement, il y a eu la question des oléoducs, de l'oléoduc NRJS, qui a, parmi les associations étudiantes, là, il y en a plusieurs qui ont travaillé, celle de McGill, l'UQAM, etc., qui se sont réunis et qui en discutent auprès des étudiants pour faire connaître ce projet-là. Mais en ce qui concerne les hydrocarbures en général, comme ce projet de loi-là, malheureusement, les associations étudiantes ne sont pas au courant. Donc, il y en a une première qui risque de l'être, ça va être celle de Pierre dans les prochaines semaines, la semaine prochaine, je crois. On les rencontre. Je vais faire une présentation, comme je disais. Mais je ne peux pas être partout. On est très peu nombreux. On a peut-être 4 ou 5 personnes à l'heure actuelle qui donnent des conférences et qui connaissons ce projet de loi qui est tout récent, qui date de juin 2016. Ça fait à peine 2-3 mois, pendant l'été, c'était difficile. Donc, malheureusement, tout le travail reste à faire avec les associations étudiantes. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Quand vous êtes passé, il y a quelques années, on avait parlé de les gaz de schiste, on a posé des questions tout à l'heure.
aux États-Unis, on a développé des gaz de schiste qui sont même devenus autosuffisants en hydrocarbures depuis ce temps-là. Et puis, ben, regarde les journaux, puis quelques années là, tu vois un fruit qui va pas bien, mais c'est pas encore des gaz de schiste. Est-ce qu'ils ont réussi à produire des gaz de schiste là, de façon propre, pas trop sale? Ben, je vais vous répondre de deux façons. En ce qui concerne, je dirais les aspects concrets, par exemple une contamination d'un puits, etc. Il y a un délai. Et souvent, c'est après 10, 15, 20 ans que les problèmes commencent à être perceptibles à une certaine échelle. C'est sûr que comme ça a commencé vers 2005-2010, il s'est passé 10 ans. Et là où il y a eu de l'exploitation vraiment intensive, comme au Texas, comme au Wyoming, comme il y a des Colorado, il y a eu des problèmes en termes de contamination dans certaines localités, mais il y a eu des problèmes de contamination atmosphérique. Donc, il y a des gens qui avaient un taux d'asthme, des maladies cardiaques, des malformations fétales. Donc, ça commence à sortir parce que tout ce qui touche la santé, ça prend du temps. C'est pas tout de suite. On ne tombe pas vraiment mort parce qu'on a sniffé une porte. Mais ça risque d'arriver malheureusement. Mais le pire dans tout ça, c'est que bien que les Américains soient en fait, comme vous dites, devenus un exportateur net de pétrole et de gaz, et qu'ils engrangent des bénéfices, mais il faut quand même reconnaître que ceux qui engrangent le plus, ce sont les compagnies. Et les compagnies ne redonnent pas nécessairement à la société. Donc, il y a une disproportion entre les riches et les pauvres qui s'accroît à cause de cette problématique-là du gaz de schiste. Et comme je vous l'ai indiqué à la fin, les États-Unis, qui ont fait en sorte qu'au lieu d'avoir, mettons, 90 millions de barils par jour de produits, on en est à 95 millions, peut-être 100 millions, eh bien, ça nous enfonce dans le mur climatique encore plus vite, alors qu'il faudrait qu'on débatte du pétrole. Donc, les États-Unis, c'est le pire élève sur la planète. C'est au moins les Arabes, l'Arabie Saoudite et d'autres États, ils ont un prix du baril de pétrole autour de 5, 10, 15 $ le baril. Ils peuvent le sortir, ça gicle. Ils ne fracturent pas le sous-sol. Tandis que les Américains, ils sont avec du gaz de schiste, avec du pétrole de schiste dans le Dakota, et les dommages à la planète sont beaucoup plus importants. Et surtout, c'est qu'ils créent des nouvelles infrastructures, ils créent des nouveaux pipelines, des nouveaux tuyaux de raccordement entre les puits, etc. Les Américains, c'est le dernier exemple à suivre sur la planète, alors que le Danemark, l'Islande, il y a beaucoup de pays qui vont sortir des hydrocarbures autour de 2030. Ici au Québec, on pourrait sortir des hydrocarbures, on aurait peut-être pu déjà sortir des hydrocarbures si le plan de Parisot en 1995, si on l'avait suivi. Malheureusement, on est encore dans ça. OK. Pour les locales, dans les 2-3 petites informations, pas demain, vendredi après-midi, c'est le lancement du calendrier à l'ancienne Noirasson à 15h. Un super de beau document qui va vous être présenté et dont plusieurs ont déjà été des donateurs et vous êtes tous membres de la Société d'Histoire. Donc, c'est un document qui va vous accompagner toute l'année 2017. Donc, si vous êtes disponible, venez nous voir. Il y a également la fin de semaine des Journées de la Culture qui commencent avec ça. On fait partie de cette dimension-là de s'intégrer aux Journées de la Culture. Le vendredi, le samedi et le dimanche, dans la région, allez sur Culture Shawinigan et regardez toute la programmation des activités et essayez de participer à une ou l'autre de ces activités-là. C'est intéressant. Et c'est un peu comme la culture à la portée de tout le monde. Et c'est souvent des belles occasions de découverte. Et également, si vous avez les films au Ciné-Club, les Boulangeries, demain, jeudi, il y a la présentation du film qui est d'actualité, pas d'actualité. Un très bon film sur le phénomène du syndrome d'Asperger, qui est un peu l'autisme. C'est vraiment un film sympathique là, qui est présenté. Vous êtes disponible, c'est le jeudi après-midi, 3h, ou le soir à 7h, au cinéma Birmans. Sur ça, merci de votre présence. Je remercie les invités Michel,
André, et puis qui avait l'autre, Denis. On avait dit 19 habitants.